Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à toute la section qui est en haut à droite ici. Alors j'ai nommé ça sûrement Overlays et Shading, mais en fait ça va être tous les boutons qui sont ici, en soi. Donc, il y a beaucoup d'informations, ça n'a pas l'air parce qu'on dirait qu'il n'y a que quelques boutons là, mais en fait quand on clique là-dessus, boum, voilà, on a plein de trucs. Donc, on va y aller un par un. On va commencer par le petit bouton qui est ici, qui est en fait un bouton de visibilité vis-à-vis des collections qu'on a dans l'outliner qui est ici. Alors, en fait, c'est juste une question d'avoir un accès à la visibilité des collections dans la fenêtre 3D au cas où vous seriez en plein écran et que vous ayez maximisé votre fenêtre ici 3D, que vous ayez caché votre outliner, vous avez accès à la visibilité des collections ici. Donc si je crée une nouvelle collection, hop, 2, 3, voilà, et que je vais dupliquer par exemple mon cube plusieurs fois, ici on va bouger ce cube là, on va le mettre dans la collection 2, ce cube là dans la collection 3, ce cube là dans la collection 4, voilà. Donc là j'ai plein de collections qui sont tous remplis par des objets qui sont visibles ou non. Je peux les rendre, je peux sélectionner, enfin rendre la collection sélectionnable ou non, avec l'icône de curseur ici, et avec l'œil je peux cacher ou afficher les collections en particulier. Et le bouton qui est à gauche, si je clique sur un bouton en particulier, je sélectionne que cette collection, je vois que celle-là et je cache toutes les autres d'un coup. Ce qui est pratique lorsqu'on veut voir particulièrement juste une collection et tout cacher d'un coup. Sinon, il faut que je resélectionne avec Shift-click, en fait, que je rajoute les autres sélections et que je rajoute toutes les collections les unes aux autres. Et pareil, si je les ai toutes sélectionnées, je peux shift-click sur une qui est déjà là et cacher que celle-ci de cette manière. Ce qui est bien, c'est que je peux, pour la sélection, en tout cas, faire un clic-drag pour tout désélectionner et clic-drag pour tout sélectionner. C'est pas encore le cas pour les yeux, apparemment, j'arrive pas à le faire pour l'affichage, enfin la visibilité. Ça viendra peut-être. Je sais qu'à la Blender Foundation, ils sont assez contents, enfin ils aiment bien en fait les clics-drag comme ça, c'est souvent le cas, même ici on peut le faire, je pense. Voilà, hop. Donc c'est quelque chose qui est à attendre, hein, je pense, qui arrivera. Ensuite, à côté, on a encore un menu déroulant de visibilité, mais ça c'est pour les types d'objets et les types de ce que vous pouvez avoir dans la scène 3D. Donc l'émaillage, les courbes, la surface, métal, fond, tout ça. À chaque fois vous avez un œil et est-ce que c'est sélectionnable ou pas. Donc c'est pareil, là, si vous voulez voir les empty ou ne pas les voir, si ça vous dérange de voir les armatures, ainsi de suite, vous pouvez cacher, afficher à votre guise. Je rentre pas trop dans les détails, là c'est quand même plutôt explicite. Ensuite vous allez avoir les overlays, et là on va passer un peu plus de temps à détailler ce que c'est. Donc comme je l'ai dit dans ma vidéo sur l'interface de 2.8, les overlays ce sont des informations qui vous aident à mieux comprendre ce qui se passe dans votre fenêtre 3D. Donc la grille par exemple qui vous permet de vous imaginer un sol et au moins se baser dans la scène 3D, la caméra, la lampe, le curseur 3D qui peut aussi beaucoup vous aider, les origines des objets, toutes ces petites informations que vous avez en plus, les gizmos en haut à droite, tout ça, ce sont des overlays. Ce sont pas des calques, mais des trucs qui viennent s'ajouter à votre fenêtre, à votre vue 3D, sans trop la surcharger, hein, en fait, c'est à vous de voir, pour vous aider à mieux modéliser, en fait, à mieux travailler. Alors, vous avez un premier bouton à gauche ici qui est activé, qui vous dit que les overlays sont activés et sont visibles. Si vous cliquez là-dessus, vous désactivez carrément l'option overlay. Vous n'avez plus d'overlay et ça c'est ce à quoi ressemble votre scène. Vous avez donc 4 cubes qui flottent dans l'espace sans avoir trop d'indications de distance ou de taille. On ne sait pas si ce cube-là est plus petit parce qu'il est plus loin ou s'il est juste plus petit en taille normale. Il n'y a pas de repère, on peut tourner autour hein, pour mieux se faire une idée, mais il faut tourner autour et il faut avoir un peu plus de travail mental pour arriver à se visualiser et comprendre un peu ce qui se passe dans la scène sans avoir de grille de repères sur le sol. Si je me mettais comme ça, où est le sol, est-ce que... Enfin voilà. Les overlays aident quand même à se repérer sur pas mal de choses. Donc on peut les activer, mais une fois que vous avez une scène un peu avancée, j'imagine si vous faites, je sais pas, vous modélisez un parc, et ben vous allez avoir les bancs, les arbres, tout ça qui ont déjà été faits, le sol, vous allez pouvoir vous repérer grâce aux éléments visuels que vous avez modélisés. Peut-être que vous avez pas envie d'avoir la gêne de la lampe, de la caméra, des grilles, tout ça, et que vous voulez tout supprimer, même temporairement, juste cliquer et recliquer pour cacher et revoir, vous allez pouvoir le faire facilement comme ça. Mais rentrons dans le vif du sujet, les overlays, c'est
tout ce panel qui est ici en bas. Voilà, donc il y a plein d'options. Notamment, vous allez avoir tout ce qui est gizmo. Si vous désactivez les gizmos, vous allez avoir à première vue juste les axes de navigation qui sont ici en haut qui vont disparaître. Mais si j'avais un cube de sélectionné et que j'étais dans l'outil transform par exemple, eh bien ces gizmos là vont aussi disparaître. Vous pouvez préciser quel gizmo en particulier. Si vous voulez juste que les gizmos de navigation ici disparaissent, vous allez dire ok, je veux juste désactiver cela. Si vous voulez que ce soit alors Active Object, jusqu'à présent j'ai toujours pas réussi à savoir d'où ça venait, est-ce que ça désactivé ou pas. Mais l'Active Tools, eh bien c'est l'outil actuellement utilisé qui a des gizmos. Donc là c'est les widgets, ou gizmo, widget, ou c'est quoi, gimbals, non pas gimbals. Gizmo, widget, ce sont les différents termes qui veulent dire la même chose en fait. Ce sont les flèches et tout ça qui sont ici, les arcs de cercle et tout. Donc ça, pour l'outil actif, les gizmos de l'outil actif, ce seront les widgets ici que vous voyez. Ou n'importe quel autre outil, hein, ça peut être d'autres trucs. Donc ça, c'était pour les gizmos qui sont ici en haut. Ensuite, vous allez avoir tous les guides. La grille, par exemple, qui vous guide sur où est le sol. Vous pouvez désactiver la grille. Et à côté de la grille, bien sûr, sur le même niveau, vous avez les axes. Pour l'instant, on vous affiche le X et Y. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé si on pouvait afficher l'axe Z ? Là, vous pouvez le faire. Vous pouvez dire, ok, je veux aussi l'axe Z. Pourquoi de la discrimination sur l'axe Z, hein? Voilà. Non, moi, je n'aime pas l'axe Z. Donc, je le désactive. Si vous activez la grille qui est ici à côté, là, vous pouvez pouvoir dire, ok, j'aimerais gérer la dimension de cette grille, le nombre de subdivisions que je vais avoir sur différents carrés. Est-ce que chaque carré fait une unité, ou est-ce qu'il en fait 2, ou est-ce qu'il en fait 1,35, j'en sais rien. Ensuite, tout ce qui est les informations de texte. Et là, si vous décochez ou que vous cochez, vous allez les voir, c'est ici. Donc là, ça m'informe que je suis dans la vue perspective, que j'ai une collection qui est numéro 4 de sélectionner, avec le cube .001. Enfin, il y a plein d'informations qui s'affichent ici. Est-ce que vous voulez avoir le curseur 3D? Il y en a qui ça dérange parce que si vous êtes en sélection par clic droit, hein, je reste en sélection par clic droit et que vous êtes nouveau, ça devrait plus trop être le cas, mais jusqu'à récemment, la sélection par clic droit était par défaut et lorsque vous faisiez un clic gauche, hein, bêtement, vous déplaciez votre curseur 3D. Et alors ça gênait, hein, au début on disait mais qu'est-ce que ça fout là ce truc, pourquoi est-ce que c'est dans les pattes? Des fois on aimerait juste le désactiver et qu'il disparaisse. Donc vous pouvez le faire ici, hop, on clique et ça fait disparaître le curseur 3D. Look Dev Preview, c'est quelque chose qui est un peu unique dans la situation dans laquelle je suis parce que dans le mode de vue, le mode d'affichage que je suis ici, je suis dans l'affichage Look Dev qui est là. Et dans cet affichage Look Dev, on va le voir avec le shading, c'est un mode à part pour de la visualisation et tout ça. C'est là où on va visualiser dans des ambiances, des environnements d'éclairage et tout ça, des objets qu'on aurait déjà fait, qui seraient déjà texturés avec des shaders, tout ça, tout bien fait, et qu'on aimerait voir dans différentes ambiances lumineuses. Et bien, comme lorsqu'on tourne avec des images en prise de vue réelle, une vraie caméra, tout ça à l'extérieur, on a souvent besoin d'utiliser une chrome ball et une matte ball. C'est un peu technique tout ça, mais bon, pour ceux qui connaissent, hein, vous avez la possibilité de les activer avec les Look Dev Preview. Ça vous permet de voir les informations de réflexion, votre objet, comparer la réflexion de votre objet avec la réflexion d'une boule chromée, parfaitement chromée, qui réfléchirait de cette manière à l'environnement qui actuellement est en train d'éclairer votre scène. Pareil avec un objet qui aurait une surface mate, voilà ce que ça devrait donner. Donc si vous avez déjà texturé et mis vos shaders sur vos objets, vous pourriez avoir une idée de ah oui, est-ce que cet objet a vraiment l'air assez mouillé ou assez réfléchissant comme ça. Tout ça vous l'aurez avec ces informations ici en bas. Mais bon, c'est vrai que ça prend beaucoup de place dans la vue 3D et parfois on aimerait juste les désactiver. Vous noterez que cette option disparaît si vous vous mettez dans la vue solide, normale. Là, lorsque vous faites overlay, vous n'avez plus cette checkbox et on va directement sur les annotations. Les annotations, c'est le Grease Pencil en fait, qui a été scindé en deux maintenant. Donc le Grease Pencil, c'était moi je faisais des annotations comme ça. Avant, ça s'appelait Grease Pencil pour tout, mais cette option a eu tellement d'avancées, tellement de développement dessus que maintenant c'est devenu un outil à part entière pour faire de l'animation 2D avec plein d'options, plein de modifiers, des trucs de ouf
que je ne saurais pas trop vous dire parce que je ne suis pas animateur et encore moins dans de la 2D, donc je n'ai pas vraiment regardé les avancées là-dessus. Blender est très vaste, ça fait partie des coins de Blender que je ne connais pas. Moi je ne m'en sers que pour annoter, faire des petites annotations lorsque je fais un tuto, ou même moi dans mes projets des fois pour rappeler en fermant un projet avant de sauvegarder, je dis ah oui, ne pas oublier ça. Donc je m'en sers pour ça principalement, et donc la Blender Foundation s'est bien rendu compte que ceux qui font que noter des petits trucs, ils n'ont pas besoin de toutes les grosses options qui ont été apportées pour l'animation 2D. Donc ils ont scindé le truc en deux, ils ont dit bon il y a annotation d'une part pour ceux qui veulent juste faire des annotations, et il y a le 2D Animation Toolset avec tout plein de trucs dedans. Et là c'est pour désactiver ou activer les annotations. Vous voyez que le texte que je viens de faire apparaît ou disparaît si je fais la checkbox. Ensuite, en dessous, vous allez avoir tout ce qui concerne les objets. Vous allez avoir les extras, donc les objets qui en fait sont là pour nous guider, pour dire le point de source lumineuse est ici, la caméra est là, mais ça apparaît pas au rendu en fait. Donc vous allez pouvoir cacher ou afficher ça. Après, je vais pas rajouter, par exemple, ça c'est les os ou les armatures. Je vais pas rajouter une armature pour vous le dire, mais en gros, si je décoche ça, ça va cacher les armatures lorsque vous faites de l'animation. Les relationship lines, ce sont les traits que vous avez lorsque vous avez un lien de parenté, par exemple, entre deux objets. Si cet objet est l'enfant de cet objet. Je vais CTRL-P, Object, voilà. Pour dire qu'ils sont liés, je vais désélectionner, vous avez ce petit trait que vous voyez peut-être pas avec l'enregistrement en pointillé, qui me dit que il y a un lien de parenté entre ces deux objets. Et il y en a dans d'autres situations, il y a ce genre de lien de parenté. Et bien là, si ça vous énerve parce que, par exemple, si je fais avec ces objets-là aussi, CTRL-P, hop, vous allez avoir 2-3 lignes pour chaque objet. Imaginez si cet objet-là, c'est le parent de centaines d'autres objets, il y a une centaine de lignes qui vont se revenir vers lui, ça peut vite embrouiller votre scène, et c'est inutile à regarder, à voir. Donc vous allez pouvoir décocher ça et ne plus voir ces objets ces liens de relation. Outline Selected, donc là j'ai mon cube qui est sélectionné et je le sais parce que notamment j'ai le contour qui est surligné en orange. Si je clique là-dessus, je n'ai plus ce contour là, et donc je sais que mon cube est sélectionné parce qu'il y a les widgets qui sont dessus et parce que l'origine est orange, et je vois l'origine qui est orange, mais si je sélectionne ça, voilà, ça change, mais j'ai plus le contour orange qui me dit ah oui, cet objet est sélectionné. Moi j'aime pas trop désactiver ce truc là, j'aime bien avoir le contour orange. À côté, vous allez avoir les motion paths, ça c'est lorsqu'on fait de l'animation, notamment avec les os, pour avoir les chemins d'animation, en fait les chemins parcourus tout au long de l'animation. C'est pour des utilisateurs avancés. Les origines, donc pour l'instant on voit l'origine de mon cube, ce que je vous disais, c'était une manière aussi de voir que ce cube est sélectionné, c'est d'avoir l'origine qui est là. Si je désactive ça, je vois plus le point orange qui était au centre de mon cube. Et en dessous d'origine, j'ai aussi origins entre parenthèses all pour tout. Et là, si je clique là-dessus, on voit que mes autres cubes ont aussi leur origine d'afficher. En gris, bien sûr, parce que eux sont pas sélectionnés. L'objet sélectionné a une origine orange. Mais les autres ont les origines, même la caméra, même la lampe, toutes les origines sont affichées. Voilà, donc on peut aussi les désactiver, ça c'est préférence personnelle. Ensuite, vous allez avoir la géométrie, et ce sont des options qui par défaut sont désactivées. Vous allez pouvoir par exemple afficher le maillage de vos objets, tous les maillages. Donc là maintenant on voit que pour l'objet sélectionné, le maillage est surligné en orange aussi, mais pour d'autres objets, on voit les arêtes qui sont en noir, enfin une fine ligne noire. C'est très bien si on veut voir la géométrie. Mais imaginons que cet objet-là, je passe en mode édition et je l'ai subdivisé 2-3 fois. Donc j'ai plein de géométrie là-dessus. Lorsque je repasse en mode objet, eh bien je vois toujours que les arêtes d'un cube basique, mais je vois pas tout le maillage en fait de mon cube. C'est pour ça qu'il y a un slider qui est à côté. Par défaut à 0,5, ça ne me montre que la géométrie utile pour faire le contour ou la forme de l'objet. Si quelque chose vient perturber la forme et la silhouette de mon objet, eh bien les arêtes seront affichées en tant que maillage bien. Si par contre ça ne déforme rien et la face est toujours plane et que ça ne contribue pas à former la silhouette de mon objet, eh bien le wireframe ne sera pas affiché. Et pour
jouer sur ça, vous allez avoir un slider qui, plus on l'augmente vers le 1, vous allez voir en transparence, voilà, ça glisse, et à 1, voilà, ça affiche tout le maillage de cet objet en particulier. Voilà, après c'est plutôt intuitif, hein, vous jouez sur le slider, je vais laisser à 0,5, j'aime bien ça, et je vais le désactiver, j'en ai pas besoin. En dessous, vous allez avoir le Face Orientation, et ça va vous changer tous vos objets, soit en bleu, soit en rouge. Il y a deux options à ça. Et ça vous montre l'orientation des faces. Une face, lorsqu'un moteur de 3D comme Blender, Maya ou quoi que ce soit affiche à l'écran une face, eh bien, les algorithmes font que la face a deux côtés. Il y a un côté visible et un côté face et arrière, quoi, en fait, le dos et la face. La face, c'est ce qui est normalement censé être visible à la caméra, ce qui est censé faire face à la caméra. Alors que le dos, c'est quelque chose qui a besoin de moins de calcul, qui en fait ne sera pas visible au final. En fait, le dos, c'est pas quelque chose qui a besoin d'avoir d'informations de shader par exemple, ou de texture, de quoi que ce soit, parce que c'est pas ce qu'on voit à la caméra, donc ça sert à rien de le calculer. Et donc l'information de dans quelle direction est-ce que Blender doit afficher la face est importante. Ça peut donner des effets un peu stylés. Si par exemple ce cube là, je vais en mode édition, je sélectionne tout. Alors je peux sélectionner même avec 3, là, je sélectionne 1, 2, 3 faces là, ces faces là, allez, cette petite diagonale qui est ici, et que je vais dans Face. Alors non, ça va être dans Mesh parce que ce sont des options de l'objet, et je vais dire qu'en fait les normales de ma sélection, je vais les retourner, je vais flip ces normales là. Et ces normales là maintenant, c'est ce que dans la 2.79, enfin dans les versions antérieures de Blender, on pouvait dans le menu T afficher les normales et voir une petite barre qui sortait par le centre de la face, et suivant la direction dans laquelle pointait cette barre, on voyait dans quelle direction étaient les normales de nos faces. Maintenant, c'est différent, c'est un code couleur. Si la face est bleue, bah, la normale est positive, et si la face est rouge, c'est que la normale est négative. Voilà, et donc ça va avoir une importance, je vais le laisser comme ça. Si je vais regarder sur une autre option qui va venir plus tard, donc Face Orientation, j'en ai plus besoin maintenant, mais ce sera dans les shadings après, hein, on va le voir après ici. Pour l'instant, on reste en overlay et je continue sur la fin. Enfin, à la fin, je ne vais pas vraiment en parler parce que c'est en ce qui concerne le motion tracking, les caméras path, les noms des marqueurs, enfin le nom des marqueurs, ça vous pouvez le voir lorsque vous faites des marqueurs, par exemple dans la timeline et aussi dans la fenêtre 3D. Mais le reste, c'est plus pour les tracks et tout ça, c'est lorsque vous faites du motion tracking, enfin de la track, c'est-à-dire que vous allez calquer votre caméra ici au mouvement d'une caméra réelle, de quelque chose que vous auriez filmé en vrai. Vous allez donner une vidéo à Blender et dire qu'en fait j'aimerais que cette caméra 3D matche la caméra réelle que vous aviez faite lorsque vous avez pris votre vidéo. Et ensuite vous pouvez intégrer à vos vidéos des objets, enfin je sais pas moi, un robot, plein de petits trucs qui seront faits en 3D et qui seront rajoutés par-dessus votre prise de vue réelle pour intégrer des effets spéciaux par exemple. Mais ça, c'est le sujet de un ou plusieurs longs tutos, même peut-être une playlist, parce que c'est alors une petite playlist, mais il y a beaucoup de choses à couvrir là-dessus. C'est tout un gros sujet et tout un pan de Blender. Donc j'en parle pas dans cette vidéo, juste pour vous dire que les overlays qui concernent ça sont ici, et lorsque vous en ferez un jour, et que vous aurez besoin d'afficher ou de cacher certaines choses, vous connaîtrez ces mots-clés et vous saurez les utiliser à ce moment-là. Voilà, donc j'en ai fini avec le panneau overlays qui est ici. Je passe au bouton suivant, j'en ai un peu parlé, je pense que j'en ai déjà parlé un peu avant. Ça c'est le bouton X-Ray. C'est un bouton de raccourci de quelque chose qui se trouve encore ici, qu'on va voir plus tard, mais en gros, dans la 2.79, enfin les versions antérieures de Blender, lorsqu'on rentrait Ah oui, j'en ai parlé effectivement dans la vidéo de l'interface, mais lorsqu'on rentrait en vue d'édition, si je veux sélectionner le sommet qui est là-bas derrière au fond, avant j'avais le même petit bouton ici qui était juste en mode édition et qui me permettait de faire que, bon ben voilà, maintenant je vois à travers mon objet, et si je me mets en sélection par sommet, je peux sélectionner à travers mon objet. Et bien maintenant ce bouton est devenu plus global, plus général, et il est aussi utile en mode objet. Et là je peux voir à travers mes objets. Et ce petit bouton permet juste de l'activer ou de le désactiver. Vous pouvez aussi faire ça avec un Alt Z, et c'est le raccourci clavier pour ça. Je pense que j'en ai parlé dans mon tuto sur les raccourcis clavier. Donc bon, là on va le laisser désactiver, hein, on est en mode objet.
c'est bien de voir mes objets tels quels. J'en ai un peu marre de voir tous les widgets, je vais me mettre juste en curseur, voilà, c'est très bien. Là, je vois juste mon cube, c'était un peu distrayant tout ça. Ou sinon, j'aurais pu désactiver mes gizmos, ici, tout simplement. Ensuite, on a les 4 boutons qui sont ici, qui vous permettent de définir la vue dans laquelle vous vous trouvez. Vous allez avoir la vue de fil de fer, qu'on avait dans les versions antérieures, mais qui est un peu différente maintenant. Vous voyez qu'ils ont changé, il y a tout un calcul qui est fait maintenant, pour afficher avec plus ou moins d'importance, par exemple la silhouette, enfin pas la silhouette mais le contour de votre objet est affiché de manière un peu plus prononcée. Alors là c'est le cas parce que mon objet est sélectionné, mais même sur les objets qui sont désélectionnés ici, vous allez voir que le noir qui entoure les objets est un peu plus foncé que celui qui est à l'intérieur, et celui qui est en arrière-plan, enfin qui est caché normalement, est lui aussi encore plus, j'allais dire pas exagéré, enfin encore moins exagéré, pour vraiment donner ces informations de profondeur, de position, alors que dans les versions antérieures de Blender, la vue wireframe mettait tout avec un linéage, ça veut rien dire, mais avec des lignes qui étaient de la même épaisseur partout. Ça faisait un gros micmac de traits dans tous les sens, sans qu'on ait vraiment d'informations des objets et de leur profondeur et de leur contour et ainsi de suite. Donc là on a un wireframe qui est un peu amélioré par rapport à ce qu'on avait avant. C'est pas folichon, hein, mais c'est appréciable quand même. Ensuite, on va avoir la vue solide, que vous utilisez principalement pour faire de la modélisation. Et voilà, c'est la vue solide normale hein, qu'on avait avant aussi. Hein. Donc, rien de nouveau là-dedans. Et vous allez avoir la vue Look Dev qui est nouvelle maintenant. Et comme je vous le disais, c'est une vue qui va vous permettre de voir vos objets dans un éclairage, un environnement éclairé particulier. On va le voir juste après lorsqu'on va se mettre sur le menu déroulant ici. Et le dernier bouton ici, c'est la vue Rendered, qui est donc la vue en mode rendu. C'était l'ancien raccourci Shift Z qui vous mettait dans cette vue Rendered, et on avait la boîte normalement avec CTRL B. Alors d'ailleurs, j'ai jamais testé ça, mais CTRL B, est-ce qu'on peut faire une boîte comme ça? Oui, mais ça ne change rien par rapport aux vues Rendered ou non. Peut-être qu'il faut se mettre en Cycles pour avoir ce changement-là. Oui, voilà, ça a de l'importance lorsqu'on se met sur Cycles. Donc ce raccourci clavier fonctionne encore, le CTRL B. Bon, on se remet sur Eevee, mais lorsqu'on est sur Eevee, qui est le moteur de rendu en temps réel de Blender, cette boîte ce cadre en fait qui permet de définir un cadre dans lequel on veut avoir la vue rendered, il sert plus vraiment à grand chose parce que c'est du temps réel un peu partout et les calculs sont faits tellement rapidement que ça sert à rien de juste spécifier un cadre de rendu en particulier. Donc CTRL ALT B et j'enlève ce cadre là. Et donc on voit que bien sûr on a notre lampe qui éclaire ici. Si je déplace ma lampe, on est en vue rendue, donc c'est ce qu'on verrait lorsqu'on ferait un F12, où ça se rapproche beaucoup de ce qu'on verrait si on faisait un F12. Alors je vais me remettre en vue solide et je vais cliquer sur ce bouton shading qui est là. Et là on a un menu déroulant encore avec d'autres, c'est un pop-up en fait. À chaque fois que vous voyez le truc qui apparaît, enfin c'est pas vraiment un menu déroulant, mais cette petite flèche avec tout un cadre en dessous, ils appellent ça un pop-up. Donc tous ces genres de petits trucs là ici ce sont ce sont des menus, mais ça ce sont des pop-up. Voilà. Me demandez pas pourquoi ils ont nommé ça en particulier. Bon, voilà. Alors ici, on est sur les options de l'affichage dans lequel vous êtes. Donc en vue wireframe, vous n'avez pas grand chose. Hop, alors on s'arrête 2 secondes. Mon Blender a changé visuellement. Vous venez de vous rendre compte, ça c'est une sauté. Je suis désolé pour la petite aparté qui vient de se faire à l'instant. Mais je fais un petit encart à cet endroit-ci de mon tuto parce que j'ai enregistré ce tuto il y a longtemps, il y a même quelques semaines maintenant, parce que j'essaie de prévoir à l'avance en fait les tutoriels, j'ai pas beaucoup de temps pour moi. Bref, quoi qu'il en soit, depuis que j'ai enregistré ce tuto, et avant que je le sorte du coup, il y a eu des modifications, des avancées dans Blender, et donc quand je suis en vue wireframe et dans le shading ici, eh bien il y a une nouvelle section, la color, qui est ici, avec les 3 options qui sont ici, qui a été rajoutée récemment. Et donc je vais venir parler juste de ça avant de parler donc du background et de tout le reste et de vous remettre sur le tuto que j'avais enregistré avant. J'aimerais parler de ça. Je précise que un peu plus tard dans la même vidéo que vous êtes en train de regarder, il va encore y avoir une coupure parce que j'ai refait d'autres modifications sur la suite du tuto déjà depuis que je l'avais enregistré. Alors pour vous faire ça chronologiquement, j'ai enregistré une première fois la vidéo il y a plusieurs semaines. Ensuite j'ai fait une première modification qui viendra un peu plus tard
dans la vidéo que vous regardez. Et là, c'est la deuxième fois que je viens rajouter mon petit grain de sel et que je viens chambouler un peu ce que j'avais fait. Dans cette vidéo, c'est un deuxième patch, et normalement, ça doit être le dernier avant que je poste ça. J'imagine début avril, je pense. Donc voilà. Eh bien, excusez-moi, et on retourne au tuto. Alors, déjà, donc sur la couleur qui a été ici, vous êtes dans l'onglet Shading qui montre les options qui précisent chacun des boutons que vous avez ici. Et donc pour le bouton Wireframe, on n'a pas grand chose, comme je viens de le dire à l'instant, mais on a déjà la couleur avec les 3 boutons qui sont là. Alors pourquoi la couleur? Parce que le wireframe, jusqu'à présent, on connaissait ça comme juste du fil noir partout. D'ailleurs, si je désélectionne mon cube ici, c'est juste devenu un fil de fer noir là-dedans. Eh bien, parce que maintenant que on peut avoir de la couleur dans le viewport, et vous allez voir ça un peu plus tard dans le tuto, on peut changer la couleur du fil de fer. On peut sélectionner par objet, donc si je sélectionne mon cube, dire que ma couleur ne sera pas la couleur unique single qui est là en noir, mais qui sera celle de l'objet. Et pour ça, pour définir quelle couleur c'est la couleur de l'objet, une fois que l'objet est sélectionné, donc là si je désélectionne tout, on voit que mon cube est blanc, enfin gris clair. Si je le sélectionne, je peux aller dans les options de mon objet, qui sont ici, les options de l'objet, et un peu plus bas, vous allez avoir le Viewport Display qui est là. C'est l'onglet Viewport Display. Si vous décochez cet onglet-là, vous avez tout en bas la couleur. Et le Display, donc c'est l'affichage du Viewport, donc de la vue 3D. Donc l'affichage de la vue 3D, vous avez une option de couleur, elle est blanche, ce qui correspond à l'affichage qu'on a actuellement. Donc si je change cette couleur qui est là-dedans, que je mets ça pour du vert clair, je sais pas, et que je désactive, enfin que je désélectionne mon cube est maintenant vert dans mon viewport. Et je peux changer pour n'importe quelle couleur qu'on a ici. Voilà, donc ça c'était pour... Alors c'est très maigre, très fin, donc je sais pas si vous le voyez vraiment à l'enregistrement, mais c'est là. Je vais mettre un truc un peu plus clair, comme ça vous verrez mieux, mais ça y est. Et ensuite, vous avez aussi l'option Random qui est là. Random, ça veut dire aléatoire en anglais. Donc si je clique là-dessus, la couleur qui montrera mon objet sera une couleur aléatoire. Et ça, c'est visible, enfin, en tout cas, c'est utile lorsque vous avez une scène très chargée avec beaucoup d'objets. Donc si je sélectionne mon cube, que je fais Shift D plein de fois pour avoir plein d'objets dans ma scène, voilà. Là, on voit que tous les objets de ma scène ont une couleur aléatoirement définie qui est différente. Si par contre vous vous mettiez sur Object, tous mes cubes ici ont la même couleur parce qu'ils ont la couleur qui leur est définie dans Object, et comme j'ai juste dupliqué l'objet, ça a gardé les mêmes paramètres là-dedans. Donc si je prends un cube en particulier, celui-là, et que je change sa couleur pour que lui soit en bleu par exemple, eh bien ce cube en particulier sera en bleu. Alors vraiment c'est très fin comme fil de fer, comme vue fil de fer, et j'espère que vous le voyez à l'enregistrement. Peut-être que dans les préférences, hop, et dans l'interface, je peux augmenter la taille de... Ouais, non, ça sera l'affichage autour. Je pense pas que je puisse... Alors, à moins d'aller toucher dans les... à moins d'aller toucher dans le viewport et dans... Pas le viewport, je veux dire, c'est quoi? Le thème, en tout cas, si je vais modifier le thème de Blender, ici, il faudrait que j'aille exactement dans... Enfin, c'est galère parce qu'il y a plein de trucs. Je saurais pas comment spécifiquement aller agrandir les traits du wireframe. C'est possible, mais il faut un peu de recherche, et là la vidéo est déjà super longue, elle fait presque 1 heure, donc je vais pas trop l'allonger non plus. Voilà, mais vous savez que si vous sélectionnez un cube en particulier et que vous allez dans ces préférences, dans les options de cet objet là, vous pouvez changer par objet la couleur et mettre une couleur que vous voulez. Donc là je veux du rouge pétant, donc ce cube au milieu sera en rouge, comme l'axe X qui est ici, et celui-là était en bleu un peu plus léger, les autres sont en blanc. Ça permet là c'est lorsque vous êtes en object color ici. Lorsque vous êtes en random par contre, vous sélectionnez pas quel objet a quelle couleur, c'est complètement aléatoire. Mais par contre, dans une scène très chargée, ça vous permet de savoir à peu près si 2 objets sont séparés ou est-ce que c'est un seul même objet, et d'avoir un peu plus une meilleure notion de qu'est-ce que vous avez dans votre espace 3D. Voilà, je vous laisse retourner au tuto que j'avais enregistré avant, et on repart sur le background. Vous allez avoir quel est l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan. Ça peut être soit le thème, donc on voit que actuellement Blender est dans le thème sombre, il y a un thème light aussi, vous avez dû le définir normalement en ouvrant Blender pour la première fois. Donc le thème a défini une couleur de fond d'écran, enfin de fond du monde quoi.
on utilisait cette couleur-là, ou alors vous pouvez utiliser la couleur du world. Et alors ça veut dire que lorsque vous êtes... Alors j'ai changé de type de fenêtre, je vais aller dans la type de fenêtre... Alors je suis un peu perdu maintenant. Mais... Alors essayons ça, essayons compositing. Je pense pas que ce soit ça, non c'est pas compositing du tout. Essayez le shader editor. Et au lieu d'aller dans object, on va aller dans world. Voilà. Et quand vous êtes dans world et que vous utilisez les nœuds, vous pouvez définir votre fond d'écran et dire par exemple une couleur, je veux que mon fond soit bleu foncé comme ça. Maintenant, si je reviens dans ma vue 3D et que ici, dans Shading, je me mette en World, eh bien, ça ne me l'a pas pris en compte. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. World, Use Nodes, Background. Eh bien, je pensais que ça allait m'utiliser ça. Alors peut-être qu'en vue Wireframe, ça ne le fait pas. Alors, soit j'ai mal appris ma leçon, et du coup, je ne sais pas trop comment fonctionne ce truc-là. Parce que pour moi, c'est utiliser les paramètres du World lorsqu'on en mettait un en place. Donc là, j'en ai mis un en place et puis j'ai mis une couleur et c'est censé changer la couleur du fond, là, d'un gris à un bleu. Soit c'est un bug ou c'est quelque chose qui n'a pas encore été implémenté ou qui est pas encore fixe parce qu'on est dans une version qui n'est pas encore stable. Voilà, alors si vous savez que j'ai fait une erreur et que c'est pas juste un bug, et que vous connaissez la réponse à pourquoi que fait ce bouton, mettez-le dans les commentaires. Et je suis désolé de vous avoir mal appris quelque chose. Sinon, eh bien, attendez une version stable et ça fonctionnera tel que je l'ai dit, j'espère. Je croise les doigts. Et donc la troisième option ici, c'est le viewport. Et le viewport permet de définir soi-même une couleur. Donc là, si je voulais mon bleu, voilà, je peux avoir mon bleu. Ok, donc là je le force manuellement à dire utilise la couleur que moi je te donne ici. Voilà. Donc en fait non, je vais revenir sur un gris par défaut, comme ça c'est très bien. Ensuite, vous allez avoir des options. Le X-Ray, alors on va peut-être pas le voir lorsqu'on est en vue wireframe, mais lorsqu'on est en vue de solide, alors on a d'autres options. Donc en fait, en wireframe, qu'est-ce qu'on avait? Juste X-Ray Outline, ok. On verra, ces options-là sont aussi dans le solide. Donc dans solide, on va avoir d'autres propriétés, d'autres paramètres qui sont ici. Déjà, on va avoir l'éclairage. Quel type d'éclairage est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un éclairage flat? C'est rarement ce qu'on veut, mais des fois, si vous voulez travailler sur les silhouettes de vos objets, là, on n'a aucune notion dans mon cube, là, dans mes objets, je n'ai aucune notion d'ombrage, je n'ai aucune ombre, et donc de volume, de forme. Tout est juste uni, d'une couleur unie, avec juste la silhouette de mon objet qui se découpe sur le fond d'écran, enfin sur le fond du monde. Donc c'est une manière de travailler. Des fois on a envie au moins juste avoir les silhouettes de nos objets. Donc vous allez avoir un éclairage plat ou alors un éclairage studio, et vous allez avoir différents types de studios qui sont déjà rentrés dans Blender avec des couleurs, avec, enfin je sais pas, les différences. Vous pouvez varier là-dedans si vous allez avoir une ambiance particulière, peut-être une ambiance soir comme ça. Bref, moi, je vais garder le truc par défaut, mais vous avez la possibilité dans les paramètres ici de changer, alors pardon, ça déborde du cadre d'impression, enfin d'enregistrement, mais vous pouvez créer vos propres éclairages studio, les rajouter, les installer ici, les télécharger d'internet et les rajouter ici. Donc dans Studio Lights Editor, vous pouvez aussi paramétrer votre propre éclairage studio ici et ensuite enregistrer les paramètres. C'est des trucs un peu, tout ça c'est un peu complexe et un peu avancé, peut-être pour des débutants vous allez peut-être vous en tenir aux propositions qui sont là, qui sont déjà très bien, et c'est juste la manière dont l'éclairage par défaut de la scène va vous éclairer votre vue solide, mais vous êtes en vue solide, donc vous êtes normalement juste en train de faire de la modélisation, c'est juste pour vous aider à bien voir dans votre scène 3D, mais pas en aucun cas est-ce que ces affichages là vont être l'éclairage que vous utiliserez lorsque vous ferez un rendu, ça n'a rien à voir. Ensuite, donc en dessous de ça, vous allez pouvoir... alors, normalement, si vous êtes dans la vue 3D ici, que vous tournez autour de votre cube, vous voyez par exemple, cette face, elle est dans l'ombre. Si je tourne ici, elle reste... Voilà, là, elle est éclairée par exemple, elle n'est plus dans l'ombre, alors qu'ici, elle était dans l'ombre. Ça, c'est parce que vous allez avoir un éclairage qui tourne avec votre caméra, qui est fixé avec votre caméra, pas cette caméra-là, mais la caméra dans laquelle vous vous déplacez, votre vue 3D. Et l'éclairage est fixe par rapport à ça, donc en fait ça vous permet de tout le temps bien éclairer ce que vous avez devant vous et bien voir ce que vous avez devant vous. Ça c'est une autre manière de voir les choses. Si vous cliquez sur ce petit bouton, vous allez fixer les lumières
dans le monde autour, et quand vous vous tournez autour, une face qui était dans l'ombre, elle reste dans l'ombre, quelle que soit l'orientation que vous donnez. Et donc là, vous vous dites, ok, bah ça, j'aimerais fixer cet éclairage tel qu'il est, et voir ce que ça donne en tournant autour, et que les faces qui sont dans l'ombre restent dans l'ombre, ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez bien entendu tourner votre éclairage, vous le voyez dans la vue 3D, pour adapter à ce que vous préférez. Mais je conseille de désactiver ce truc-là et de rester dans un éclairage comme ça. Ici, vous êtes dans la vue solide, hein, donc vous êtes là pour travailler et faire de la modée. On passe en dessous à la couleur. Bon, et alors ici, mon Blender change, parce que en fait, la dernière fois, j'ai dit une petite bêtise dans cette section des couleurs. Donc là, je réenregistre juste un petit encart là qui viendra remplacer mon enregistrement précédent, hein, de toute la partie couleur ici. Et donc bah, c'est parti, on y va. Single Color, c'est la première des 5 options que vous avez ici, qui vous permet de fixer manuellement la couleur que vous voulez avoir dans votre fenêtre 3D qui s'affiche sur vos objets. En tout cas, c'est pour travailler, hein. En aucun cas cette couleur ne sera rendue à la fin dans vos images finales. Mais lorsque vous travaillez, vous voulez peut-être fixer manuellement une couleur par défaut sur vos objets. Là, vous pouvez le faire dans Single. La deuxième option qui est ici, c'est Material. Donc là, il va falloir aller dans l'onglet des matériaux qui est ici, hop, en bas. Et là, vous voyez que pour l'instant, vous avez le Use Node, le bouton Use Node qui vous demande est-ce que vous voulez utiliser le système nodal. Et donc, tant que ce bouton n'a pas été cliqué, en fait, vous n'avez pas assigné de matériaux, enfin, vous n'avez pas créé d'arbre nodal et d'assigner de matériaux à votre objet. En fait, ce bouton était utile avant parce qu'il y avait le Blender Render, qui était l'ancien moteur de rendu de Blender, le premier par défaut, qui lui était un moteur de rendu qui n'était pas nodal. Donc, lorsqu'on ne cliquait pas sur ce bouton, on avait des paramètres pour créer des matériaux qui étaient axés sur le... Enfin, quand on se mettait pas dans Sequence, lorsqu'on se mettait dans Blender Render, on pouvait tweaker les matériaux, enfin gérer les matériaux ici sans avoir d'arbre nodal. Et dès qu'on était dans Sequence, il disait est-ce que vous voulez en fait créer un arbre nodal et utiliser les paramètres Sequence. Alors, l'ancien système de moteur de rendu Blender Internal n'est plus là. Alors je sais pas pourquoi il y a encore un bouton Use Node, sachant que Eevee, le nouveau moteur de rendu, utilise aussi le système nodal. Donc normalement on devrait vouloir utiliser des nœuds quoi qu'il arrive. Bref, il y a ce bouton qui est là, et tant que vous ne cliquez pas dessus, vous avez un système de couleurs et de paramètres par défaut qui est mis ici. Et qui permet de gérer en fait ce que vous voyez ici dans le viewport, et qui est en fait la même chose que ce que vous voyez dans l'onglet viewport display que vous avez en bas. Je vais fermer le settings, on n'en a pas besoin, mais ici dans viewport display vous avez à peu près les mêmes paramètres que ce que vous avez ici en haut. Et tant que vous n'activez pas le Use Nodes, c'est la même chose. Si vous changez la couleur qui est là, que vous mettez en vert, vous allez avoir le même vert en bas dans le viewport display. Par contre, au moment où vous avez cliqué sur Use Nodes, vous créez un matériau avec un arbre nodal. Par défaut, c'est un Principled BSDF qui est créé. Alors si vous voulez le voir dans la fenêtre des arbres nodaux, voilà, ici vous allez dans le shader editor et vous voyez que voilà, j'ai un Principled BSDF qui a été créé ici et qui est plugué dans le Material Output qui est là. Et donc comme j'avais déjà changé la couleur en vert, bah voilà, le base color s'est automatiquement mis sur la couleur que j'avais mise par défaut. Mais il faut savoir que cette couleur n'est plus la couleur qui définit ce que vous voyez dans votre viewport. Voilà. Ce que vous voyez dans le viewport, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la couleur qui sera rendue au final. Ça peut ressembler, là en l'occurrence, oui, c'est la même couleur. Mais si je change mon base color et que je dis que mon Principled BSDF en fait va rendre du bleu, eh bien vous ne voyez que ce bleu-là n'est pas reproduit dans la fenêtre 3D. Pour ça, les options qui gèrent l'interface 3D, enfin la fenêtre 3D ici, ce sont encore une fois les options du Viewport Display. Donc ici, il faut changer la couleur du vert en bleu, et là vous voyez que bah, ça correspond, ça réagit en tout cas dans la fenêtre 3D. Donc le shading, l'option matériel ici, se réfère principalement, ce qu'il faut se rappeler en fait, c'est principalement à l'onglet Viewport Display qui est dans le menu des matériaux ici. Voilà, donc ça c'était pour le matériel. Et pour le object, eh bien, il faut aller dans les paramètres des objets. Donc les paramètres des objets viennent ici, donc c'est le cube qui est là, le carré, et pareil dans cet onglet-là, on a encore un autre onglet qui est Viewport Display ici, et qui va encore une fois vous permettre d'avoir des paramètres de couleur. Donc vous pouvez changer la couleur ici encore, et puis mettre ça sur, cette fois-ci, un beau or, en bas à gauche. Et alors ça c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser juste un peu avant dans les matériaux, mais pareil pour les objets, vous avez en bas là
la barre A c'est pour l'alpha, et vous pouvez avoir de la transparence dans votre fenêtre 3D. Et ça, c'était quelque chose qui était possible dans les versions antérieures de Blender, mais un peu galère, pas très propre de la manière d'utiliser. Genre, je sais plus, ça fonctionnait plus en mode édition, ou alors que en mode, je sais plus exactement, mais c'était pas très propre, pas très pratique en vrai. Si on travaillait que en mode objet, ok, ça fonctionnait, mais dès qu'on voulait faire quelque chose, voir la transparence en mode edit, et puis la manière de le mettre en place changeait en fonction de quel moteur de rendu vous aviez et comment vous vouliez le mettre en place, c'était pas très intuitif et simple. Là, ça se fait très simplement, hein. Vous glissez le slider alpha et vous avez votre transparence. Vous pouvez le mettre en transparent complet dans la vue 3D, hein. Vous ne voyez plus mon cube, enfin juste l'outliner. Mais voilà, et c'est la même chose. Vous pouvez avoir là exactement le même résultat lorsque vous vous mettez en matériel ici et que vous repartez dans les viewport display de l'onglet des matériaux. Vous avez pareil le slider alpha qui permet de donner de la transparence à vos objets dans la scène 3D. Donc en vrai, c'est une question de préférence. Enfin, je ne sais pas trop qu'est-ce qui vous permettrait de choisir entre est-ce que vous voulez utiliser l'objet ou le matériel. À vous de voir. Je vois pas d'avantage plus sur l'un que sur l'autre, donc c'est à peu près la même chose, juste qu'on les trouve à des endroits différents dans l'interface de Blender. Et puis le random qui est ici, la quatrième option, elle vous permet de distinguer en fait différents objets, tous les différents objets que vous avez dans votre scène. Alors il se peut, j'ai pas d'exemple vraiment super précis à vous donner, mais que des fois vous avez un gros objet qui est composé de plusieurs objets, et parfois vous savez pas trop quelle est la limite. En tout cas, si un objet est super complexe, qu'il y a plein de vis, d'écrous, je sais pas, un truc comme un robot comme ça, et que vous avez des plaques qui se collent sur les autres, et des fois vous vous dites, alors, est-ce que ces deux éléments, c'est un seul objet, ou est-ce que ce sont deux objets séparés, différents? Eh bien, avec cette option ici de random, en fait qui veut dire aléatoire en anglais, vous allez assigner une couleur aléatoire. Vous allez l'assigner aléatoirement à vos objets aussi. Donc si je fais Shift D et que je duplique mon cube ici, on voit justement, alors on ne voit peut-être pas à l'enregistrement parce qu'il y a certaines couleurs qui sont très proches les unes des autres, mais plus je duplique mon cube et plus j'ai des couleurs aléatoires qui sont aléatoirement assignées à mes objets et qui permettent, alors je sais pas pour l'enregistrement, mais moi devant mon écran je vois clairement la différence entre même ce cube et ce cube, hein. Il y a une différence nette. Et donc ça me permet de savoir moi que ah oui, donc ça ce sont deux objets différents, et ça peut être pratique, voilà, justement pour mieux y voir et mieux s'organiser visuellement lorsqu'on travaille, surtout dans une scène complexe, je veux dire. Et donc c'était l'avant-dernier. Le dernier qui est ici, donc qui est le texture, pouf. Bon, alors je suis désolé, je coupe un peu, j'ai encore fait une coupure dans la vidéo, mais ça fait 2-3 fois que je réenregistre ce petit bout de tutoriel, hein, mais à chaque fois je crache lorsque je vous explique, en fait, dès que j'arrive dans... Alors il faut se mettre en solide, et chaque fois que je passe de random à texture, ça crache. Donc je vais me remettre en matériel par exemple, et de matériel je vais essayer d'aller en texture. Voilà, ok, là ça ne crache pas. Mais à chaque fois je vous expliquais toutes les différentes options. J'arrivais dans random et dès que je voulais passer sur texture, pouf, il y a Blender qui crachait. Vous venez de le voir en fait en vrai, donc vous venez de voir ce que ça fait. Mais pour moi là actuellement ça fait la 3e fois que ça m'arrive, donc je commence un petit peu à en avoir assez. Du coup je ne vais pas recommencer tout l'enregistrement de cette petite partie, je vais directement continuer sur texture, je suis désolé, hein, et voilà. Donc texture, qui est la dernière option. Faites attention, on est encore en bêta, hein, donc il y a des crashs qui sont encore possibles. Texture, il va falloir que je refasse plein de choses. On va retourner donc dans l'onglet matériaux qui est là. On va recliquer sur Use Nodes, et donc on va ouvrir cette fenêtre. Je vais encore changer le type de fenêtre sur le shader editor, et là on voit bien que j'ai le Principled BSDF. Je vais faire un Shift A, texture, je vais mettre une texture d'image ici. Je vais ouvrir, alors je l'ai ouvert déjà, hein, mais je vais ouvrir mon image qui est ici. Je vais la brancher dans ma color qui est là. Donc je suis bien allé en mode édition, j'ai fait U, j'ai déplié les UV. Si vous ne voyez pas votre image, ça peut être la cause. Et j'ai pris une image d'arbre, enfin de nature ou je sais pas quoi. Et donc lorsque vous mettez dans le shading texture, vous voyez les textures, les images qui sont appliquées cette fois-ci à votre shader, en fait, le shader Principled. Et il me semble que même si je décoche ça et que maintenant je change la couleur ici,
Non, maintenant il me dit juste qu'il me manque une couleur, non je sais pas. Ici peut-être qu'il faut rafraîchir. Alors je sais pas pourquoi il continue de m'afficher ma texture alors que je l'ai déplugué. Je ne l'ai plus d'activer à l'intérieur, donc si je supprime mon nœud par exemple, bon alors là il m'affiche encore ma texture alors que je l'ai supprimé du matériau. Et si je change de matériel et que je remets sur texture, oh ça doit être un bug je pense. Alors déjà ça crache lorsque je vais sur le texture, et en plus quand je supprime ma texture de mon matériau, il me l'affiche encore. Donc alors faites attention à ce paramètre là, il doit être un peu buggé je pense. Enfin là, en tout cas, ça me paraît pas être moi qui ai mal appris ma leçon. Je pense que c'est clairement buggé. Je vois pas, enfin c'est pas un comportement normal d'après moi. En tout cas, vous l'avez vu en live. Enfin en live, non, vous l'avez vu sur l'enregistrement. Je vous le laisse sur le tuto, comme ça vous apprenez au moins, vous apprenez ou pas, mais vous voyez les trucs, comment ça se passe lorsqu'on cherche et on fait des trucs dans notre coin. Mais voilà. Donc je suis passé par les 5 options, faites toujours attention au mode texture. Le développement est peut-être pas fini sur cette partie-là en particulier. Je vous laisse retourner à l'enregistrement que je faisais tout à l'heure. Donc shading, et on passe à la suite. Ensuite, vous allez avoir le background, mais ça on l'a vu tout à l'heure lorsqu'on était dans le vue wireframe. C'est la même chose, donc je vais pas encore une fois me ridiculiser à ne pas savoir pourquoi ça prend pas le world, mais c'est la même chose que tout à l'heure. Et ensuite, vous allez avoir backface culling. Et je ne sais pas si vous vous le rappelez tout à l'heure, mais lorsque nous étions sur les overlays et que nous avions activé le face orientation, eh bien, je vous avais parlé des normales des faces. Et j'ai gardé ces normales, cette diagonale de normale, dans face inversée. Parce que cette option qui est ici va vous montrer, en fait, je vais désactiver cet overlay là. Mais lorsque je suis en shading ici et que j'active le backface culling, eh bien, Blender fait en sorte que toutes les faces dont les normales sont négatives, c'est le dos en fait, dont les faces dont on voit le dos, eh bien il ne les affiche pas, il montre ça en transparence. Et c'est très bien si vous faites typiquement de l'architecture, vous avez fait une pièce, une maison, une boîte ou quelque chose, imaginons que ça ce soit un salon, le salon d'une maison, eh bien vous voulez voir les murs, mais vous voulez voir l'intérieur du cube, et vous ne voulez pas avoir à rentrer dans le cube tout le temps, donc vous allez passer donc Object, est-ce que je peux le faire par ici directement? Je pense qu'il faut aller en mode édition. Voilà, il faut aller en mode édition, tout sélectionner et faire Mesh, et ici faire Normals et Flip Normals. Si c'est trop long pour vous, si aller dans Mesh, Normals et Flip Normals c'est beaucoup trop long, vous pouvez faire un clic droit et dire Add to Quick Favorites, et comme ça ce sera dans votre raccourci Q. Vous aurez juste à faire Q et puis cliquer sur cette option là et ce sera plus rapide. Mais bon, là j'ai fait ce que je voulais et j'ai inversé les normales de ce cube. Et vous voyez qu'il est un peu différent des autres cubes. C'est-à-dire que maintenant je vois l'intérieur du cube, mais je ne vois pas le cube de l'extérieur. Parce que toutes les faces ont été inversées, les normales des faces ont été inversées. Donc Blender considère que cette face qui est au fond, eh bien là elle est face visible à moi, mais les faces qui sont devant, elles sont inversées. Leur normale fait face à l'intérieur. Donc si je désactive le backface culling, Blender m'affiche, même si la face est inversée, et il m'affiche quand même la face, il me la montre quand même. Il me dit ok ouais il y a une face ici, je sais que c'est pas dans le bon sens, mais bon allez je suis indulgent et puis je te montre quand même qu'il y a une face ici pour pas que tu sois perdu. Mais par contre si on faisait dans les overlays le face orientation, ces 3 faces seraient rouges et même celle en face, derrière, toutes ces faces seraient rouges parce que toutes ces faces sont inversées. Je désactive ça, je fais assez attention de bien parler sur ça pour que vous compreniez, parce que donc ça, si vous l'avez activé et que vous ne comprenez pas pourquoi votre objet est devenu transparent tout d'un coup, c'est tout simplement parce que c'est pas que ça a disparu, les faces existent encore, elles sont toujours là, c'est juste que vous voyez à travers, vu que on a désactivé l'affichage de l'arrière des faces. Donc ça, on voit l'arrière des faces, du coup, il les fait en transparence, il ne nous les montre pas. Si on va de l'autre côté, maintenant, les faces qui étaient transparentes ici, il les affiche, il nous les montre. Voilà, j'espère que cette notion est comprise, on va avancer. Et on va désactiver cette option, ça peut peut-être vous perturber, et on va vous montrer le X-Ray qui est là. On a déjà vu X-Ray tout à l'heure. X-Ray, c'est le bouton, le raccourci bouton qui est ici, ou alors le raccourci clavier Alt-Z, qui permet de voir en transparence les objets. Donc si je l'active et que je vais dans Shading, j'ai un slider qui est à côté ici qui va me permettre de gérer à quel point c'est transparent ou opaque. Voilà, c'est tout bête, c'est juste ça. Ensuite, en dessous, vous allez avoir les ombres.
Jusque là c'était un peu plat, on va avoir une sorte d'éclairage un peu fake avec ce qu'on a vu ici, là, le studio qui est là. D'ailleurs j'ai oublié de passer sur le troisième, bon, on va continuer là-dessus pour pas vous perdre, mais c'est un peu décousu, je suis un peu déçu de moi là. J'aurais dû passer par la troisième option avant de continuer sur les autres trucs. Bref, le shadow lui va vous permettre de rajouter des ombres. Par exemple, typiquement des ombres de contact. Ce sont des ombres qui ne bougent pas. Hein, on peut pas, enfin si, on peut gérer ici l'orientation, hein, si vous voulez. Mais une fois que vous avez fixé cette orientation, la direction de la lumière, par laquelle arrive la lumière, n'a rien à voir avec la direction que vous avez fixée ici. D'ailleurs, j'ai désactivé le bouton qui est là, donc la lumière elle est fixée par rapport à ma caméra. Donc elle bouge en fonction de comment je tourne, mais ces ombres-là vous permettent d'avoir une petite idée. Hein, vous pouvez jouer sur l'orientation ici pour orienter tel que vous le voudriez la lumière et avoir des ombres un peu fake qui n'ont rien à voir avec une source de lumière en particulier. Hein, c'est juste quelque chose qui a été rajouté de manière fausse. Voilà, ça peut aider certaines personnes. Et vous pouvez gérer l'intensité des ombres avec le slider qui est ici à côté. Hein, ça paraît évident. Je désactive ça. Le cavity. Alors, vous connaissiez peut-être dans les versions antérieures une option qui était dans le menu N ici, qui était l'ambient occlusion. Et vous l'aviez aussi là-dedans, mais bon, l'ambient occlusion pour la fenêtre 3D, vous l'aviez dans le menu N. Là, c'est une sorte d'ambient occlusion modifiée et améliorée. L'ambient occlusion, c'est encore quelque chose qui gère les ombres, mais qui va faire des fausses ombres. Et en fait, la manière de calculer les ombres, c'est pas de se dire « Ah, il y a une source lumineuse quelque part, et donc je fais des ombres en fonction d'où vient la lumière, et ainsi de suite. » C'est de se dire, deux objets, lorsqu'ils se sont rapprochés, et lorsqu'ils se touchent l'un l'autre, ou qu'ils sont rapprochés assez, eh bien ils vont se faire de l'ombre l'un l'autre. Donc, dans des angles comme ça, Blender va assombrir un peu l'angle. Vous voyez qu'ici, c'est un peu plus assombri. Alors que, donc ça c'est l'ambient occlusion tout bête de base. Alors que le cavity, il va faire ça, mais en plus, il va aussi dire que les arêtes qui, elles, sont, je sais plus si c'est aigu, je pense, les arêtes comme ça qui sont à angle beaucoup plus pointu, eux vont avoir tendance à être plus clairs. Et ça donne un peu plus de réalisme. Ça exagère, ça accentue une note, un point de la réalité, sans être physiquement correct en fait, mais ça donne un peu plus d'intérêt visuel à ce que vous faites. Et lorsque vous faites de la modélisation, ça peut aussi beaucoup vous aider à bien distinguer quels sont les angles qui sont pointus et quels sont les angles qui sont plutôt renfermés, et ainsi de suite. Donc ça aide beaucoup visuellement en fait lorsque vous modélisez. Vous pouvez l'activer ici. Alors type, world et screen et both, je ne connais pas les différentes choses. Screen, vous voyez, ça fait quelque chose de beaucoup plus précis, beaucoup plus fin et marqué. Il doit y avoir une raison derrière, mais je ne la connais pas. Et both, bah, ça fait les deux, hein. Ça en fait un peu plus blur, flou, et une beaucoup plus nette. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire pourquoi, quelle est la différence. Je laisse sur world, je pense que c'est déjà bien comme définition. Et voilà. Et ensuite, vous avez le World Space. Eh bien, en fait, en vrai, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, je pense que ça aide le Cavity. Voilà. Si on le désactive, si on l'active, voilà. Cavity, ça aide à définir en fait à quel point ça va être puissant. Le blanc va être puissant ou pas. Vous gérez avec le slider qui est ici. Et la vallée, ça va être pour les creux. Voilà, ça va intensifier les ombres dans les creux. Des objets qui sont proches les uns des autres. Si j'éloigne ce cube ici, voilà, il n'y aura plus le noir. Hein. C'est seulement quand on se rapproche, plus c'est noir, plus il y a des ombres, et voilà. Dès que ça se touche, c'est noir complètement parce que j'ai mis le slider au maximum. Voilà. Donc je désactive le cavity et en dessous vous allez avoir deux autres paramètres qui sont le outline. Et alors vous vous demandez, mais l'outline on l'a déjà vu, l'outline, on l'a vu lorsqu'on a fait les overlays ici. Vous aviez outline selected qui était le contour orange. Et alors c'est quoi cette outline là? Cette outline là, même moi je l'ai découvert en faisant mes recherches sur ce tuto là en particulier. Je ne savais même pas qu'il était vraiment affiché, tellement ça se blende facilement avec l'interface 3D. Alors ça se blende en français, je sais pas comment on dit ça. Mais en soi, lorsque vous avez deux objets, donc ces deux cubes par exemple, qui sont l'un à travers l'autre, ou même, on va essayer de déplacer un peu différemment, on va dire qu'il y a un sur l'autre, non, ça se fait peut-être pas, le 1 sur le si, même les 1 sur l'autre, hop, devant l'autre, je veux dire.
Donc je désélectionne tous mes objets, mais vous allez bien noter la distinction entre ce cube-là, d'accord, et celui qui est derrière, et même entre celui qui est derrière et celui-ci qui le pénètre. Vous voyez bien la distinction entre les deux cubes, vous voyez bien la délimitation qu'il y a entre les différents cubes l'un à l'autre. Tout ça parce qu'il y a cette petite ligne grise de 1 pixel, j'imagine, enfin je sais pas, mais très fine, et qui marque bien les séparations du fait que, ok, ça c'est un objet, ça c'en est un autre. Il est devant, il est séparé, et là aussi, la délimitation entre les deux, c'est cette bordure grise qui vous la montre. Et bien, cette bordure grise, c'est le outline que vous avez ici, et qui est défini par du noir comme ça. Si vous voulez mettre une autre couleur, genre du jaune, voilà, là vous avez du jaune, ça se voit peut-être pas, le vert, ça se voit peut-être un peu plus à l'enregistrement, j'espère que vous le voyez. Mais, alors là je désélectionne tout, mais vous allez avoir un contour autour de tous les objets qui va vous permettre de facilement voir, détacher les objets au moins du fond. Parce que si jamais vous mettiez votre background, que vous le mettiez en blanc par exemple, hop, pour que ça se détache, vous avez au moins une ligne qui là est verte, mais que je peux mettre pas en vert, mais remettre en noir par exemple. Et là, ça permet encore une fois de délimiter ces objets du fond. Donc si je le désactive, vous voyez que cette fois-ci, voilà, effectivement, mes objets, on les voit bien parce que bon, voilà, c'est une scène simple, hein, c'est quelque chose de facile, mais j'aime bien l'avoir d'activer. Voilà. Et ensuite, vous avez le Specular Lighting qui normalement est censé vous mettre de la spécularité sur. Donc la spécularité, c'est des taches de reflet sur vos objets. Honnêtement, je vois une très légère différence lorsque j'active et désactive, mais sans plus. J'ai même l'impression qu'il y a plus de spéculaire lorsque je désactive que lorsque j'active, mais c'est moi. Voilà, je ne saurais pas plus vous en dire là-dessus. Eh bien, on vient de faire le tour. Non, on n'a pas fait le tour parce que je suis resté sur Studio. Je vais vous montrer le flat pour avoir juste vos silhouettes. Et je vous ai montré le Studio juste après. Et j'ai oublié les matcaps. Alors, les matcaps, ah oui, bah alors maintenant, oui, ça c'est les faces inversées. Bon, ça va faire des trucs bizarres. Mais les matcaps, c'est très pratique aussi. Alors, le viewport, je vais remettre un viewport qui soit convenable. On va dire quelque chose un peu plus comme ça, voilà. Les matcaps. Ça, c'est quelque chose que vous allez utiliser lorsque, typiquement, vous faites par exemple de la sculpture. Enfin, c'est l'exemple que tout le monde prend en général, parce que la sculpture, c'est vraiment un endroit où vous allez travailler votre objet de manière un peu comme de la pâte à modeler, ou comme de la sculpture en général, rajouter des formes ici et là, et lorsque vous voulez garder quelque chose de lisse, c'est souvent l'exemple qu'on donne, vous voulez vous assurer que l'objet est vraiment bien lisse, et ces matcaps, suivant celui que vous choisissez, vous en avez plein, des différents, vous allez pouvoir facilement voir les ombres, voir les courbes, voir les reflets, et ainsi de suite. Je peux en choisir, par exemple celui-là avec les lignes. Alors, peut-être qu'il faudrait que j'agrandisse un peu mon cube pour qu'on voit mieux, mais là par exemple si mon cube était un peu déformé à certains endroits, et bien cette ligne serait plus aussi droite, ou plus c'est un mauvais exemple celui-là, je sais pas pourquoi ils l'ont mis de cette manière-là, mais par exemple celui-là c'est plutôt anisotropique, ou alors un qui serait bien brillant. Qu'est-ce que je peux avoir comme quelque chose de chrome? Voilà, celui-là. Celui-là, on voit très facilement le reflet, c'est pas hexagonal, je sais plus combien de faces ça a, ce truc-là, mais si jamais ça avait été déformé ou c'était pas forcément très lisse, on verrait tout de suite que le reflet que la surface a une petite indentation et n'est pas bien. Et lorsque vous faites de la sculpture, souvent on se met dans différents styles de matcap qui vous permettent d'avoir un meilleur aperçu de votre géométrie et de la surface de votre géométrie. Ça vous permet aussi de vous enlever toutes les distractions de texture, de matériaux, de tout ça. Être vraiment sur une base neutre, en fait, pour travailler. Voilà. Et des fois, pour faire des tests, pour voir avec ça, je pense que c'est expérimental. C'est justement pour savoir par rapport aux faces, aux différents axes et aux couleurs des axes. Il y a des gens à qui ça doit être utile, ce genre d'informations-là. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Donc ça, c'est une présélection. Encore une fois, vous pouvez, lorsque vous allez dans les paramètres, rajouter vos propres matcaps qui sont ici, et installer de nouveaux matcaps. Pardon, en fait, le cadre est en dehors du cadre d'enregistrement. Mais vous pouvez faire une installation et rajouter vos propres matcaps ici. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors hop, attendez 2 secondes. Vous pensez en avoir fini, mais si on regarde d'un peu plus près, on a vu toutes les options shading de la vue wireframe, on a vu les options shading de la vue solide,
mais on n'a rien vu concernant les vues LookDev ni les vues Rendered qui sont ici. Donc si je me mets dans le LookDev et que je clique sur mon menu déroulant Shading, là, le pop-up, on voit qu'on a encore quelques petites options à aller découvrir. J'aimerais revenir 2 secondes sur ce qu'est cette vue LookDev. On en avait parlé un peu plus tôt dans la vidéo, dans les overlays, je vous avais montré les LookDev Preview qui sont ici, qui vous permettaient de voir, en fait, de comparer vos objets vis-à-vis, par exemple, d'un objet, donc la boule, la sphère qui est ici complètement réfléchissante, avec une réflexion à 100%, et une boule entièrement mate qui est ici. Comme ça vous permet de comparer un peu l'apparence de vos objets, si ça réfléchit comme il faut, si là où c'est mat, c'est assez mat, ainsi de suite. Enfin, avoir des références visuelles en bas, ça peut aider. Parce qu'en fait, cette vue LookDev, c'est une vue que l'on utilise beaucoup, même en production, comme ça, pour se rendre compte, une fois que vos objets ont été modélisés, que les matériaux, les textures, tout ça ont été appliqués sur votre objet. Vous avez fait le modeling, vous avez fait le surfacing, et vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, peut-être pour vendre votre produit, vendre vos objets, ou pour vous-même avoir la certitude que ça va fonctionner dans n'importe quelle situation. Si vous êtes 2 jours, 2 nuits, s'il est en train de pleuvoir ou quoi que ce soit, vous voulez que votre objet soit consistant et avoir une certitude que dans différentes ambiances lumineuses et tout ça, en situation réelle, ça fonctionne. C'est une explication un peu brouillon, mais je pense que ça tient à peu près la route. Donc ça, c'est le LookDev, et c'est pour ça que lorsque vous allez dans Shading qui est ici, vous allez avoir en plein milieu, le gros bouton que vous avez au milieu, c'est une image HDRI. HDRI, c'est pour High Dynamic Range Image. Donc ça, c'est le I, en fait, si je dis une image HDRI, je me répète parce que le I de HDRI, c'est image. Bref, quand vous cliquez dessus, vous avez une présélection, enfin incluse dans Blender, de plusieurs images HDR qui sont là pour vous permettre de changer d'ambiance visuelle, en fait, dans votre scène. Et on voit que, donc, pour l'instant, je suis sur ce truc de forêt, mais si je clique à côté et je clique là-dessus, voilà, l'éclairage sur mon cube a changé. Et même dans la boule chromée en bas, vous le voyez. Et quand on tourne autour, voilà, c'est une image qui fait 360, qui est tout autour dans mon monde, en fait, qui remplace le monde de Blender, et qui permet d'avoir un éclairage comme dans la réalité, parce qu'en fait cette image c'est une photo en fait qui a été prise, enfin c'est plein de photos qui ont été recollées entre elles pour faire cette image et qui ont été prises avec différents niveaux d'exposition. Donc en fait on a une très grande profondeur d'informations dans les informations lumineuses. Par exemple, si on voulait baisser l'éclairage de cette image ou l'augmenter en termes de contraste, on aurait une très grande marge de manœuvre, parce que justement ces images sont très lourdes, elles contiennent énormément d'informations, surtout en termes de lumière et en termes d'informations, de détails en fait dans la photo, que ce soit si la photo est très exposée, surexposée ou sous-exposée. Et je sais pas pourquoi là, mais j'arrive pas. Ça fait 5 fois que je refais cette vidéo et j'arrive pas vraiment à trouver mes mots, mais je pense que ça passe encore ce que je viens de dire. Je vais encore regarder cette prise. J'espère que vous comprenez. En tout cas, on éclaire avec un environnement qui est un éclairage en fait qui est basé sur la réalité, le mieux qu'on puisse faire, en tout cas en se basant sur la réalité, plutôt que sur les lampes de notre scène ou sur l'éclairage qu'on a pu mettre en place un peu avant, pour être sûr que notre objet fonctionne bien dans n'importe quelle situation. Mais si on regarde les options qui sont ici, on a deux autres petits carrés checkbox qui sont au-dessus, qui sont décochés par défaut. Le premier, c'est Scene Lights. Et avec ce que je viens de vous dire, ça paraît un peu logique, c'est-à-dire qu'on veut tester notre objet dans un environnement lumineux proche de la réalité, basé sur nos images HDR, et donc on ne veut pas être biaisé, enfin on ne veut pas avoir en plus de cet éclairage-là, l'éclairage des lampes qu'on aurait pu poser dans notre scène. Donc par défaut, ces lampes sont désactivées. Si je clique sur Scene Lights, ça va me réactiver en plus de l'HDR et de l'éclairage que le LookDev apporte, on va rajouter en plus l'éclairage des lampes qu'on aurait mis dans notre scène. Alors on n'a pas vu trop de différence ici, mais si je fais quelque chose de complètement absurde, mais enfin pour qu'on puisse bien voir la chose, je vais aller dans les options de ma lampe ici, et la valeur, le power ici, je vais le monter, il est à 1. Si je le mets à genre à 1000, pouf, alors là on voit que mon cube est complètement cramé, il est tout blanc en direction de où vient ma lumière, et si je décoche les Scene Lights qui sont ici, voilà, il redevient potable en fait visuellement. Et ça montre bien que lorsque je clique là-dessus, on prend en compte cette
source faramineuse de lumière qui vient complètement cramer mon cube, alors que si je décoche ça, ça l'ignore complètement ma lampe qui est ici, et ce serait pareil avec n'importe quelle autre lampe dans ma scène. Le deuxième petit checkbox qui est là, c'est Scene World. Et c'est décoché parce que actuellement on utilise comme world, comme environnement autour d'éclairage, le matcap qu'on définit en dessous. Pardon, c'est pas un matcap, c'est une HDR, une image HDR. Mais si on clique sur Scene World, on va ignorer complètement l'HDR qui est en dessous, et par contre on va utiliser l'environnement, le monde, qui aura été défini dans la scène. Donc si je vais dans l'onglet monde ici, que je clique sur Use Nodes pour créer un monde, voilà, là je peux définir une couleur, et je peux dire qu'en fait je veux que ce soit... allez, j'allais trouver un jaune, mais en fait ça fait pas très très beau, on peut dire que ça va être rouge. Enfin bref, vous voyez, vous définissez la couleur que vous voulez ici, et ça se répercute bien sûr dans notre scène, vu que maintenant on utilise le world de notre scène. Si je décoche ça, bien sûr on retrouve notre matcap. Oh, il faut que j'arrête de dire matcap, on retrouve notre HDR. On peut gérer la rotation manuellement comme on veut, aller en négatif aussi, voilà. Et on peut gérer le background, c'est-à-dire qu'actuellement on voit juste un gris par défaut qui est bien lié au thème de Blender, mais si on veut on peut avoir une version un peu floutée, très floutée même, avec juste des intentions de lumière, genre le point de lumière, la source de lumière arrive de par là, la plus grosse source de lumière arrive de par là, mais ensuite par ici on est beaucoup plus dans la couleur, enfin ça dépend du matcap que vous avez, mais là on est dans une espèce de préau, est-ce que j'ai l'impression, donc en fait la lumière vient que d'un seul endroit, c'est pour ça qu'on a en fait l'arrivée de lumière qui vient d'ici, et là ça doit être le mur, mais bref, tout a été flouté, je sais même pas si c'est du flou, c'est pire que ça encore ici, mais vous voyez à peu près votre HDR en arrière-plan, en utilisant le background, et vous avez la possibilité de faire un entre-deux en fait, vu que c'est un slider, et on peut rester à 0. Encore une fois, la roue crantée qui est en haut ici vous permet de charger vos propres images HDR. Donc vous pouvez aller ici et dans le Look Dev HDR, parce qu'avant on était sur les matcaps ou les Studio Light qu'on a vu. Ah mince, pardon, la fenêtre est hors champ encore une fois. Mais vous pouvez loader vos Look Dev ici, mais vous avez aussi les matcaps et les Studio Light qui sont là. Mais si j'enlève ça, on le voyait lorsqu'on était en vue solide, je pense, là-dedans on pouvait, pour des studios ou pour des matcaps, pareil, on avait la roue crantée qui vous permet ici d'aller chercher, encore une fois ça se trouve ailleurs, et mince, je l'ai redimensionné, donc en fonction de ce que vous voulez installer dans Blender, choisissez l'onglet qui vous correspond, et nous on était actuellement dans le Look Dev, et dans le Look Dev c'est des images HDR qui nous intéressent, donc si c'est pour ici que vous voulez rajouter quelque chose, prenez cet onglet là, et pareil, alors à chaque fois trouvez l'image sur votre ordinateur. Je pense que ça devrait aussi fonctionner avec des PNG ou des JPEG, mais en vrai normalement on a besoin de EXR, des images en extension .exr, parce que c'est des extensions qui prennent beaucoup plus de données que pour les JPEG ou les PNG, et on a besoin de toutes ces données là pour avoir des bonnes images en HDR. Moi j'ai une très bonne référence de sites sur lesquels vous pouvez les récupérer, des HDR qui sont même gratuites, libres de droit. C'est HDRI Heaven. Est-ce que je peux vous l'écrire quelque part? Par exemple, si j'ouvre ça et que ici je change le type de fenêtre en texte éditeur, je vais peut-être pouvoir le marquer. Et non, je n'arrive à écrire rien du tout, donc new, voilà, c'est bien si je crée un nouveau format de texte. Et là, voilà, ça s'écrit comme ça. Alors est-ce que je peux vous l'agrandir? Non, j'ai même pas la possibilité d'agrandir le texte qui est ici. Voilà, ça c'est mieux. Donc vous pouvez aller sur ce site-là, enfin tapez ça dans internet et vous tomberez sur le site HDRI Heaven, ça c'est en majuscule normalement. Et les images qui sont dessus sont de haute qualité, enfin sont de très bonne qualité et sont gratuites. Donc vous pouvez aller récupérer ça là-dedans si vous voulez. Si vous voulez augmenter un peu le catalogue qui est là.
mais ça ce sont ceux qui ont été sélectionnés par la Blender Foundation pour rentrer avec Blender. Je pense que c'est le résultat aussi d'un appel du contenu de la part de la communauté. Donc ils ont déjà fait un appel à l'époque pour demander plein de propositions de très bonnes HDR qui seraient utiles aux graphistes. Donc normalement c'est une bonne sélection de choix qui fait à la fois de l'intérieur et de l'extérieur dans différentes situations. Donc vous avez déjà une bonne sélection ici. Voilà, et ensuite vous avez les options de backface culling, mais je pense qu'on l'a déjà vu le backface culling dans les options ici du viewport solide, il était là, et donc je vous renvoie à ça hein, si vous voulez regarder. Pareil en fait, lorsque vous allez dans Eevee, donc là effectivement ça prend en compte le world que j'ai fait, donc la lampe avec une puissance phénoménale et puis le fond qui est vert, mais si je vais dans les options de shading, je n'ai que le backface culling. On est en temps réel actuellement, on est sur Eevee dans le rendered. Pareil, le backface culling c'est la même chose que celui qui était dans le solide, donc je vous renvoie à ça. Et voilà, je vais vous rebasculer sur l'enregistrement originel de ce tuto pour la fin et la conclusion. Voilà, et sur ce cube bien coloré, je vais vous laisser. En fait, je pense que j'ai fait vraiment le tour cette fois-ci. Vous pouvez switcher, enfin invertir vos matcaps. Des fois, il y en a des particuliers. Je pense, si je pense celui-là, si je clique là-dessus, je peux inverser l'éclairage. Donc c'est tout bête. Et ouais, si ça vous dérange depuis le début, hein, je peux effacer ces notations, sauf que c'est un peu tard parce que c'est la fin de la vidéo. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris des choses, et je vais vous retrouver très bientôt dans un nouveau tutoriel. D'ici là, portez-vous bien, et une dernière chose, encore une petite annonce, si vous souhaitez supporter ma chaîne, maintenant je suis sur la plateforme Utip. Si vous ne connaissez pas, il y a un lien dans la description de la vidéo. Même si vous connaissez, en fait, si vous voulez me soutenir, cliquez sur le lien, allez sur mon profil Utip, et vous pouvez me soutenir de différentes manières. La plus commune en général, c'est volontairement d'aller regarder une publicité pour qu'une partie des revenus de cette publicité me revienne. Donc je gagne quelques centimes, c'est tout de même ça, et ça vous permet de facilement me soutenir et m'encourager pour la suite de cette chaîne. Je vous retrouve très vite avec de nouveaux tutoriels 2.8 et voilà, merci beaucoup pour votre soutien.